Donc maintenant, on va parler de localisation, localisation du spectre. D'abord, le rayon spectral. Le module des valeurs propres va se situer dans un grand disque qui a un certain rayon, qu'on va appeler le rayon spectral. Donc ρ de A, c'est le max des modules de lambda, avec lambda parcourant spectre de A. C'est intéressant, bien sûr, d'un point de vue théorique, que la norme qui est subordonnée à la norme 2 des matrices, la norme 2 canonique des matrices, donc la norme subordonnée à cette norme 2, donc là je mets 3 barres verticales, c'est égal à la racine carrée de ρ de A étoile A. A étoile A qui au passage est hermitienne. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de regarder les suites géométriques de matrices. Alors si on regarde les suites géométriques de matrices, donc là, alors ça ils le disent clairement là, dans le rapport, regardez la suite xn plus 1 égale A fois xn. Donc une suite géométrique de matrices, déjà commençons par une suite géométrique de matrice 1, 1, de matrice complexe. Donc qu'est-ce qui se passe? Si la raison est de module strictement inférieur à 1, donc ça va tendre vers 0. Si la raison est de module 1, si le module 1, si la raison c'est 1, alors là aussi ça va converger, ça va être une suite constante, mais si la raison est de module 1, mais n'est pas 1, alors ça ne va pas converger. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand on généralise, quand on passe de la dimension n à la dimension quelconque? Et donc, on va évidemment diviser ici pour ramener le rayon spectral à 1, justement, qui est cette valeur limite qu'on voit un petit peu partout. Et on va regarder la limite de A sur ρ de A puissance k. Alors d'abord une première chose qui est évidente, c'est que si A a un rayon spectral strictement inférieur à 1, alors la suite AK, A puissance k, tend vers 0. C'est pas tout à fait évident, ça demande quand même Dunford, parce que il y a quand même des parties nilpotentes qui nous amènent des coefficients polynomiaux, et il y a des théorèmes de comparaison, de convergence, qui sont importantes pour voir que ça tend bien vers 0. Bon, ça c'est déjà une chose, bon, c'est un aparté. Là, on est en train de se concentrer plutôt sur A sur ρ de A, pour généraliser ce qu'on sait sur les suites géométriques en dimension 1. Donc, condition 1. Lambda appartient à spectre de A, et lambda en module, c'est ρ de A, ça implique que lambda égale ρ de A. Donc ça, c'est la condition qu'on avait déjà en dimension 1. On veut bien d'une valeur propre maximale en module, mais il faut que cette valeur propre soit égale au module. Voilà. Donc, en particulier, positif. Maintenant, en dimension 1, ça suffit. Mais en dimension quelconque, il y a une partie nilpotente qui vient arriver. Et quand on va avoir une valeur propre égale à 1 pour une matrice, on peut, vous voyez tout de suite, voilà la valeur propre 1, et ici, vous mettez quand même une partie nilpotente ici, et bien, quand vous allez mettre à la puissance k, ce que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va diverger. Vous allez avoir k qui va arriver. Et ça, vous pouvez le voir avec Dunford et les coefficients binomiaux sur Dunford quand vous allez les mettre à la puissance k. Bien. Alors, on ne veut pas de ces parties nilpotentes pour le cas où lambda est égal à ρ de A. Si lambda est strictement plus petit que ρ de A, il n'y a pas de problème, ça va disparaître par comparaison de convergence. Mais pour lambda égale ρ de A, là ça nous pose un problème. Donc ce qu'on veut, c'est la condition 2, c'est que E lambda, donc le sous-espace propre, soit égal au sous-espace caractéristique. Et à ce moment-là, si on a ces deux conditions, donc ça revient à dire que la partie nilpotente en lambda est nulle. Et là, dans ce cas-là, la A sur ρ de A puissance k va converger. Voilà. Et c'est une condition nécessaire et suffisante.
Voilà. Et quand ça converge, quand une suite de matrices converge, bah regardez, quand une suite géométrique en dimension 1, hein, donc a puissance n, petit a puissance n, converge, bah c'est forcément vers 0 ou 1. Et ben, quand une suite de matrices, une suite géométrique de matrices converge, c'est forcément vers un projecteur. Voilà. Et en fait, c'est le projecteur sur E lambda. Voilà. Alors, toujours, donc ça c'est quand même quelque chose à bien comprendre, hein, ce phénomène. Et là, je suis assez d'accord avec le rapport, hein, c'est-à-dire, bon, ça, la suite géométrique, faut la connaître, faut la comprendre, parce qu'on la retrouve vraiment dans des tas de situations. La méthode maintenant des puissances. Donc, vous voyez que dans cette situation, on va avoir l'em des noyaux qui va nous décomposer l'espace en somme directe de sous-espace caractéristique, mais le sous-espace caractéristique pour la valeur propre maximale qui est là comme ça parce qu'on est dans la bonne condition, c'est E lambda, bah, E, parce que là je remplace K lambda par E lambda, et ici j'ai des Kmu, sous-espace caractéristique, pour des valeurs propres qui sont de modules strictement plus petits. Donc, la méthode des puissances, elle consiste à dire, je cherche un vecteur propre, et bien qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais partir d'un vecteur, bah, si je le prends au hasard, c'est bien le diable s'il se trouve là-dedans, donc il va se retrouver, bien sûr, il va avoir des composantes non nulles là-dedans et là-dedans. Voilà. Donc on suppose surtout qu'il a une composante non nulle là-dedans. Et donc quand je vais itérer ma matrice A sur ce vecteur choisi au hasard, eh bien, vous voyez bien que la composante E en E lambda, qui est déjà au départ non nulle, va grossir beaucoup plus que cette composante-là. Ce qui va faire que, au bout d'un moment, en itérant la matrice A sur ce vecteur, on va tomber sur quelque chose de très proche de E lambda. On va carrément se retrouver à peu de choses près, en approximant sur E lambda. Le problème, c'est qu'on va avoir on va avoir des choses qui sont incommensurables, et le mieux, c'est de mélanger l'itération et la normalisation. C'est-à-dire qu'on va d'abord itérer, donc on va prendre un vecteur V, on va faire AV, mais AV, on va le diviser par la norme, hein, de AV. Hein, voilà. Et là, quand on va le diviser par la norme de AV, on va avoir un vecteur normal, donc qui va avoir une attitude beaucoup plus raisonnable. Et là, on va voir arriver le vecteur propre. Alors, on va prendre un vecteur au hasard, on fait cette itération normalisation, et on va se retrouver sur, au bout d'un moment, on va se rapprocher de cet espace. Et on va pouvoir en tirer même lambda. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a ce qu'on appelle, après, il y a une méthode qu'on appelle la méthode de déflation, c'est-à-dire on veut avoir les autres valeurs propres. Alors bien sûr, il faut des conditions, un certain nombre de conditions. Moi, j'aime bien quand on est sur donc c'est assez simple à expliquer quand on est sur une matrice symétrique réelle. Dans le carnet de voyage en analyse 100, la méthode de déflation est faite dans ce contexte-là, de matrice symétrique réelle avec des valeurs propres qui sont toutes distinctes et ordonnées. Et ben, l'idée, c'est, une fois qu'on l'a fait pour la valeur propre maximale, eh bien, on fait A, on remplace A par A moins lambda, le vecteur propre qu'on a trouvé approximé, vous allez me dire, d'accord, mais moins lambda, V lambda fois V lambda transposé. Donc ce truc-là, c'est une matrice NN, d'accord. Et en fait, cette matrice NN, vous vérifiez que si vous avez normalisé V lambda, eh bien, elle a pour vecteur propre V lambda pour la valeur propre lambda. C'est facile à voir. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un changement de hiérarchie dans les valeurs propres. On va avoir les mêmes valeurs propres ici. Alors, on est dans le cas symétrique. On va avoir les mêmes valeurs propres ici, sauf pour lambda qui va revenir à 0. Donc, la plus grande devient la plus petite. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, on va pouvoir maintenant obtenir la deuxième valeur propre
de A, parce que ce sera la première valeur propre de celle-ci. Ça, c'est la méthode de déflation. Voilà. Alors, toujours avec le rayon spectral, il y a Perron-Frobenius. Alors, il y a plusieurs versions de Perron-Frobenius, mais on va regarder la version stochastique. C'est-à-dire qu'on a une matrice qui est à un coefficient dans R, Nn, avec des coefficients strictement positifs, et on demande, c'est le côté stochastique, que la somme des lignes soit égale à 1. Ce qui va faire que 1, 1, 1, 1, 1, 1 va être vecteur propre, pour la valeur propre 1. Et cette positivité, donc cette stricte positivité, que je mets avec un plus plus, des coefficients de A, va faire que A puissance K va tendre vers une matrice dont toutes les lignes sont égales. Les colonnes de L vont être de la forme alpha 1, donc que des alpha 1, ensuite que des alpha 2 et que des alpha n, puisque ça va être un projecteur sur le sous-espace, sur la droite, engendré par le vecteur 1, 1, 1. Voilà. Et ça nous donne des résultats en probabilité. On peut en donner un exemple sur l'évolution d'une maladie, par exemple. Donc, on peut regarder, par exemple, 3 états de la maladie, soit non malade, malade et immunisé. Voilà. Et on peut regarder l'évolution de la maladie à l'étape suivante. Et on va modéliser ça par une matrice, et on va regarder, au bout d'un certain temps, quelle va être ce qu'on appelle l'immunité collective, d'accord, voilà. En regardant la limite de A puissance K. Donc, bon, ça, on pourra essayer d'en discuter. Alors maintenant, voilà pour le rayon spectral, je pense que c'est bien de parler de toutes ces choses-là. C'est pas très très difficile. La méthode des puissances n'est pas vraiment difficile à montrer. Ça s'est fait dans Carnet de voyage en analyse temps, mais c'est fait. Évidemment, moi je conseille le livre de Michel Schatzman, d'analyse numérique, qui est brillant. Brillant. J'ai que ça à dire. Et puis, Perron-Frobenius, évidemment. Voilà, le faire dans un cadre stochastique, c'est faisable dans un cadre stochastique, c'est pas très difficile. Disques de Gersh-Göring. Alors les disques de Gersh-Göring, c'est déjà, on n'est plus dans le rayon spectral, on va préciser un peu là où on se situe, et on va avoir dans C, si la matrice grand A c'est la matrice AIJ, on sait que les valeurs propres, c'est assez facile de démontrer que les valeurs propres sont dans des disques de centre, les affixes de AII, donc il va y avoir N disques ici, là on a une matrice 5, 5, et là on va avoir les AII, c'est tous les centres, et les rayons, ça va être la somme des modules de AIJ pour J différents de I. Voilà. Alors par exemple, ça peut bien se mélanger avec ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'inversibilité. Donc on peut trouver des conditions pour qu'une matrice soit inversible, parce qu'il suffit que 0 ne soit pas dans ce disque de Gersh-Göring. Ça se voit assez facilement. Alors, avec la version 3 étoiles de Gersh-Göring, c'est un Gersh-Göring topologique. C'est-à-dire que si j'ai à ma disposition ce comportement topologique de passage à la limite du spectre, qu'on a vu tout à l'heure, alors j'ai un Gersh-Göring topologique. C'est-à-dire que je vais relier, je vais avoir des composantes connexes, d'accord? Je regarde, là ici, j'ai 5 disques de Gersh-Göring, mais j'ai 3 composantes connexes, et je sais plus précisément qu'il va y avoir une valeur propre là-dedans, 3 valeurs propres dans cette composante connexe, et une valeur propre là-dedans. Bon, ça c'est un exemple. Voilà, donc ça c'est fait dans le carnet de voyage en algébrie. C'est pas si difficile. Ça peut être je trouve un joli développement. Alors, maintenant, pour une localisation, il y a l'extraordinaire, la fantastique méthode QR. Alors, si vous présentez la méthode QR, alors la méthode QR est une méthode
D'abord, elle demande de savoir ce que c'est que la décomposition QR. Donc la décomposition QR, pour moi, c'est une formalisation de Gram-Schmidt. C'est-à-dire quand on part, imaginons vous avez une base, donc ça va être une matrice inversible, NN, eh bien Q va représenter la base orthogonalisée, unitarisée, hein, on est sur C, c'est hermitien. Voilà, donc là c'est orthogonal ou unitaire, hein, je vais dire unitaire plutôt. Et R va représenter la matrice triangulaire qui a permis de faire le changement de base. Alors, maintenant, on a des formules ici, générales, assez jolies, mais ici, si on veut l'unicité de la décomposition, et on en a besoin pour la méthode QR, il nous faut R à coefficient dont la diagonale, diagonale est à coefficient strictement positif, pour avoir l'unicité de la décomposition. Alors, comment on fait? Quand on a une matrice qui est à diagonale quelconque, donc elle est triangulaire supérieure, mais avec une diagonale quelconque, on regarde la décomposition polaire de chaque élément de la diagonale, et puis on garde le module, et puis le exponentiel de iθ, on en fait une diagonale qui va être absorbée, et ça va rester unitaire, hein, donc il va être absorbé par Q. Voilà. Donc maintenant la méthode QR, elle est vraiment miraculeuse. La preuve n'est pas si difficile que ça, et je la trouve même assez élégante. Elle consiste à prendre A, de regarder sa décomposition QR, puis ensuite d'appeler A indice 1. Donc A est égal à QR. Donc on fait du Gram-Schmidt finalement. Et on va regarder A indice 1. Ça va être RQ. Juste, on bouge. Mais A1 va avoir une décomposition QR et on va refaire RQ, etc. Et avec des conditions génériques, alors des conditions génériques, voilà, hein, on a tout le temps dans cette leçon des conditions dont il faut savoir qu'elles sont génériques. Hein. Générique, alors derrière ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un ouvert dense qui est algébrique, voilà. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup et que quand on tape au hasard, c'est bon. Hein, voilà, c'est ça qu'on veut dire par générique. Donc voilà. Donc la matrice A, par exemple, va être, on voudrait qu'elle soit diagonalisable, que la diagonale possède certaines propriétés qu'on aime bien sur les modules des valeurs propres, qui soient tous distincts, et que la matrice, si on dit que A égale P, D, P-1, que P-1 vérifie la décomposition à l'U. Donc ça, c'est quand même des conditions qui sont quand même pas méchantes. Et quand on va faire ce processus, à chaque fois, on commute et on fait la décomposition QR, il va apparaître, on va obtenir une matrice limite, et sa diagonale va être l'ensemble des valeurs propres. Très rapidement, on va voir apparaître une approximation des valeurs propres sur la diagonale. Voilà. C'est quand même assez joli. Alors, on peut aussi parler, bon, je ne sais pas, il me semble qu'on peut parler, de toute façon, je vais donner tout le champ des possibles, et puis après, vous disposez, c'est selon ce qui vous fait plaisir. Hein. Vous avez le théorème d'entrelacement de Cauchy. En gros, quand vous avez une matrice hermitienne, N, vous pouvez donc vous avez des valeurs propres réelles, qui sont ordonnées, et vous pouvez la compresser. Alors la compresser, ça veut dire, vous prenez une matrice P dans GL NM, avec M strictement plus petit que N, ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que cette matrice P étoile HP va être une matrice hermitienne, encore une fois, hein, mais MM, donc c'est une matrice compressée. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un entrelacement
des racines, des valeurs propres de H et des valeurs propres de P étoile HP. Par exemple, si M est égal à N-1, eh bien, il va y avoir une racine de H, que j'appelle ça H', hein, ici. Vous allez avoir une racine, la plus petite racine de H, ensuite la plus petite racine de H', ensuite la seconde plus petite racine de H, etc. etc. Vous avez cet entrelacement des racines qu'on peut mettre dans l'approche, etc. parce que ça reste un joli théorème de compression, hein, puisque cette matrice va être une matrice simplifiée, hein, de H. Voilà. Donc on a dit pas mal de choses sur la localisation. On va passer aux applications.